je vais essayer de vous parler un petit peu de Khéops et de la quatrième dynastie ce soir, en référence bien entendu au film que vous allez voir. En tout cas, j'espère que vous allez le voir, parce que c'est un film absolument fantastique. Pour moi, c'est un souvenir d'enfance, parce que c'est je crois, le premier film que j'ai vu sur l'Égypte ancienne. J'étais pas bien vieux, c'était à l'époque, je l'avais fait en noir et blanc, sur un poste de télé qui devait faire 20 cm de côté, mais j'étais sorti de là totalement halluciné, et j'ai trouvé ça merveilleux. Et pour moi, l'Égypte, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir, avec ce que je vais vous raconter ce soir, j'ai complètement démonté ce film dans lequel il n'y a rien d'égyptien quasiment, on peut dire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça reste un très beau film pour vous parler ce soir et pour relever toutes les âneries, toutes les erreurs qu'il y a dans ce film. Je l'ai revu 2 fois et j'avoue que j'ai toujours eu autant de plaisir à le regarder, donc je vous rassure, c'est un très beau film qu'il faut absolument avoir vu. D'ailleurs, je crois que pour François Truffaut, c'était un très grand film et il avait dit que c'était certainement le meilleur film de Howard Hawks. Donc, vous voyez, c'est quand même pas rien. J'espère que je ne me trompe pas dans Truffaut. En tout cas, c'était un des cinéastes de la Nouvelle Vague qui avait dit ça. Euh, En fait, l'idée de base du film, c'était au départ Howard Hawks qui, s'adressant à la Warner, puisque c'est un film de la Warner Bros., avait dit je vais construire une pyramide. Mais il a lancé ça, il n'avait il n'avait rien. En fait, aucune idée sur ce que ça pouvait être. Il ne connaissait pas l'Égypte ancienne. Il n'avait aucun synopsis. Alors, je ne parle même pas d'avoir des dialogues ou quoi que ce soit. Il n'avait strictement rien. Et tout s'est fait au fur et à mesure. Alors, je ne parlerai pas tellement du film parce que ce n'est pas mon rôle et que je ne suis pas du tout cinéaste, mais je vous invite quand même parce que j'ai vu qu'il était réédité. Vous avez ce petit livre hein, de Noël Howard qui s'appelle Hollywood sur Nil. C'est pour ça que j'ai intitulé ma conférence comme ça. Et Noël Howard était le responsable de la deuxième équipe de prise de vue du film La Terre des Pharaons. Et il raconte les souvenirs de ce film dans ce livre. Et je peux vous assurer que c'est à hurler de rire. Hein, donc, si vous avez un peu de vague à l'âme, lisez-le. Vous allez voir, vous allez être nettement mieux tout de suite. Hein. Donc, à recommander pour les froides soirées d'hiver, vous aurez bien chaud en pensant à l'Égypte ancienne. Bon. Donc, pour revenir donc sur l'idée de faire un film sur une pyramide, effectivement, même au départ, on construit une pyramide, mais des pyramides, on en a construit pendant longtemps en Égypte, hein, vous le savez. Première pyramide vraiment attestée, c'est celle de Djeser Saqqara, et puis on va aller comme ça jusqu'à l'époque méroïtique, donc au Soudan, où on a effectivement encore des pyramides qui sont construites. Donc vous voyez, on en a pendant pratiquement 3000 ans, c'est pas rien. Hein. Donc on a beaucoup de pyramides qui se construisent. Il aurait pu prendre n'importe laquelle. Alors bien entendu, l'aspect démesuré de Howard Hawks a fait qu'il a voulu réaliser un film sur la plus grande pyramide. Hein. Howard Hawks était toujours le monsieur des superlatifs. Donc, voilà, il a voulu construire la pyramide de Khéops. Et donc, il s'est embarqué sur les aventures de ce personnage. Alors, d'un côté, ça allait bien, parce qu'en fait, c'est un roi, je crois qu'avec Toutankhamon, c'est le roi le plus connu de l'Égypte ancienne, mais en même temps, c'est celui qu'on connaît le moins bien. Hein, on ne connaît quasiment rien de Khéops et de ses aventures. On a malheureusement les annales royales qui existent, que l'on connaît, ne mentionnent rien sur Khéops. Hein. Ce n'est pas qu'il n'ait pas régné longtemps, il a régné à peu près 27 ans. C'est quand même pas rien, mais on n'a rien gardé. Et jusqu'à une découverte récente qui est fabuleuse, qui a eu lieu en 2013, dont je vous parlerai 30 secondes, plus tard, en fait, Khéops était une énigme. Donc c'est très facile d'inventer des histoires sur une énigme. C'est quand même pas mal du tout. Mais en fait, Howard Hawks se fichait complètement d'histoire, hein, d'histoire avec un grand H. Et donc, il a surtout cherché à faire un film, une aventure, quelque chose qui lui plaisait. D'ailleurs, vous le verrez en lisant ce petit livre, il n'était pas une incongruité près. Et je vais vous en développer quelques-unes. Et notamment la première, parce que vous allez voir, c'est quasiment une première image du film. Vous avez le roi qui rentre de combat, de la guerre. Hein, on ne sait pas s'il en a fait beaucoup. Là aussi, on a vraiment très peu de renseignements. Et vous avez un défilé militaire. Et il avait prévu de mettre des chevaux. Le problème, c'est que Noël Howard lui dit, mais à l'époque de Khéops, on ne connaît pas le cheval. Hein. Le cheval n'apparaît qu'à partir de la deuxième période intermédiaire. Donc, c'est-à-dire 1000 ans après, pas tout à fait 1000 ans, mais 800 ou 900 ans après. C'est quand même un petit peu gênant. Et bien, Howard Hawks s'est pas embêté, il a mis des dromadaires, qui sont, eux, apparus en Égypte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous allez voir Khéops sur un dromadaire, j'avoue que c'est quelque chose de totalement délirant.
mais ils ont osé le faire. Bon, alors donc dans les choses qui sont complètement farfelues, mais que vous allez voir très souvent dans beaucoup de films, hein, je ne m'étendrai pas sur toutes les choses, mais sont les vêtements. Alors, bien entendu, vous allez vous retrouver avec des soldats, mais également des serviteurs qui portent le némès. Donc, vous voyez, cette espèce de tissu que l'on a, qui recouvre les cheveux, qui vient tomber sur la poitrine, c'est une coiffure réservée au roi. Personne d'autre n'a le droit de la porter. Mais je crois qu'il n'y a pas un péplum où on ne voit pas un némès. Donc, on va dire, tant pis, hein, là, il est presque pardonné, il n'était pas tout seul à faire des bêtises. Mais il y a une chose beaucoup plus surprenante, et là, je pense que vous ne le savez certainement pas, mais vous allez voir, bien entendu, les reines, il y en a deux pour Khéops dans le film, il en a eu au moins trois, hein, donc on n'était pas une près. Et puis, toutes les femmes qui entourent ces reines ont toutes des boucles d'oreilles. La boucle d'oreille n'existait pas. La boucle d'oreille va apparaître là aussi en tant que le cheval, à peu près à la deuxième période intermédiaire. Donc, les femmes, quand elles avaient besoin de voir quelque chose de sympa, eh bien, en fait, c'était des bandeaux qui étaient mis autour de la tête avec des pans qui retombaient derrière, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas de boucle d'oreille à l'époque du roi Khéops. Mais là aussi, personne ne fait attention à ce genre de détails. Et puis, je vais reconnaître que moi, je regarde le film et je me fiche complètement qu'il y ait des boucles d'oreilles ou pas. À partir du moment où je passe un bon moment, je crois que c'est l'essentiel. Mais ça va plus loin, parce qu'en fait, on va voir, ils, euh, ils ont regardé le peu que l'on connaissait sur Khéops, mais sans jamais chercher à savoir ce qu'il en était réellement. Et notamment, vous allez voir Khéops avec une couronne dorée, quand il revient de la guerre, il a une couronne dorée très plate. Et on peut se demander d'où ça vient, parce qu'on ne connaît pas de coiffure comme ça pour l'Égypte ancienne. Eh bien, c'est tout simplement qu'ils sont partis de la seule statuette que l'on ait vraiment où on puisse identifier Khéops, hein, c'est une statuette qui fait 9 cm. Alors tout le monde dit toujours, effectivement, c'est la plus grande pyramide, mais en même temps, on n'a quasiment rien de lui. Oui, c'est les avatars de l'histoire. Malheureusement, on a des fragments de statues de Khéops avec son nom, mais on n'a pas la statue complète. On a des choses comme ça. On a des représentations sur des reliefs. On a des représentations dans des wadis donc, qui ont été faites par des expéditions, on a des choses comme ça, mais on n'a pas de grandes statues royales comme on peut avoir pour Képhren, par exemple, ou pour Mykérinos. Donc, on n'a vraiment qu'une statuette qui le représente. Elle est donc 9 cm de haut. Alors, elle a une histoire aussi. Hein, c'est une statuette qui a été découverte à Abydos. C'est pas vraiment le lieu où on s'attendait le plus à trouver une image de Khéops. Et c'est Flinders Petrie qui, en 1903, si je me souviens bien, faisait des fouilles et donc les ouvriers de travail dégagent, puis donc il voit cette statuette et d'un seul coup, il découvre qu'effectivement, il y avait le nom d'Horus du pharaon Khéops. On n'avait aucune image de lui à cette époque-là. Donc, eh bien, et le problème, c'est que la tête avait disparu. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, on a mis une couronne au roi Khéops comme si elle était plate. En fait, on a l'image de la statuette telle qu'elle est actuellement, ce qui n'est qu'une aberration, mais ça n'ira pas plus loin. Mais, et en plus, ils l'ont fait dorée. Aussi, on n'a pas de statuette, on n'a pas de couronne dorée comme ça. Hein. C'est la couronne rouge et quand elle est mélangée, qui représente la Basse-Égypte, et quand elle est mêlée avec celle de Haute-Égypte qui est blanche, on a le pshent qui est donc rouge et blanc. Alors là, il y a aussi dans le long du film l'amour de l'or de la part du roi. Alors ça, impossible de vous dire si c'est vrai ou pas, parce qu'en fait, on n'a aucune relation. Bien entendu, on n'a pas de texte qui puisse nous dire que Khéops aimait l'or. Mais il y a quand même quelque chose qui est important, mais ça, Hawks, à mon avis, l'ignorait, c'est que l'or, effectivement, avait une valeur pour les Égyptiens, c'est que c'était la chair des dieux. Hein, quand vous lisez les textes, les dieux ont des cheveux de lapis-lazuli, ont un corps en or, donc c'est quand même un métal, effectivement, qui est précieux, mais pas simplement d'un point de vue mercantile. Donc, je pardonne à Hawks cette petite chose. Là aussi, il y a très rapidement des choses surprenantes. Les noms n'ont pas grand-chose d'égyptien. Hein. Vous allez voir, vous allez entendre les. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les noms égyptiens sont connus depuis longtemps. Il aurait pu en appeler un Néferhotep, il aurait pu en appeler un autre Djeser, Imhotep, tout ce que l'on veut. Et non, on se retrouve avec des noms qui sont vraiment très surprenants. Si je prends, vous avez Senta, vous avez Amar, vous avez Vashtar, Trench. Punch, c'est le gardien qui assassine le roi, que vous verrez, qui est joué d'ailleurs par Sidney Chaplin, le fils du grand, et qui généralement lui a plutôt des seconds rôles. Donc là aussi, chose surprenante, pourquoi avoir fait ça On l'ignore et ce n'est malheureusement pas dit dans le petit livre.
Alors, au début du film, donc on a le roi qui revient de la guerre, il est content, il a amassé un trésor fabuleux. Alors là aussi, hein, il a un trésor qui est digne de celui de Toutankhamon. Euh, on veut bien, mais en fait, on est sûr d'une chose, c'est que le pharaon Khéops n'avait certainement pas un trésor aussi important que celui de Toutankhamon. On ne sait pas ce qu'il avait dans sa tombe, ça c'est sûr. Mais quand on voit ce que sa mère avait emporté avec elle, parce que la chance que l'on a, c'est qu'on a retrouvé la tombe d'Hétépérès, la femme de Snéfrou, la mère de Khéops. Alors cette tombe avait certainement au départ été située quelque part à Dachour, où il y avait la tombe de Snéfrou, mais elle avait dû être pillée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu un problème et cette tombe a été rapatriée et on a enterré la mère de Khéops à côté de la Grande Pyramide, dans un puits, au fond d'un puits, dans une chambre de 15 mètres carrés, le puits faisant 30 mètres de profondeur. Et donc, elle a échappé à tous les pillages et toutes les attaques. Ça, c'est quand même assez merveilleux. C'était trouvé là aussi je crois que c'est en 1925 que c'était trouvé. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait encore tout le mobilier de la reine. La seule chose surprenante, c'est que le corps de la reine avait disparu. On avait son sarcophage en albâtre, mais on n'avait plus son corps. En revanche, on est sûr que ça avait servi, puisque à côté de ça, on avait le, le petit meuble qui servait, qui servait à mettre les canopes, si vous voulez, ce qui ressemble au canopes, mais en fait, dans l'Ancien Empire, vous n'avez pas les vases canopes, c'est quand même un objet qui permet de recevoir effectivement les viscères, et on l'a très bien, on le voit très bien, ce petit mobilier a reçu les viscères de la reine. Donc, la reine a été inhumée à un moment donné, mais on ne sait pas pourquoi, son corps a totalement disparu. Mais en revanche, on a tout son mobilier. Et on a 2 fauteuils en bois doré, par exemple, qui sont absolument superbes, qui sont présentés au musée du Caire. On a un dé absolument merveilleux. On a des bracelets en argent. On a des vases. On a vraiment beaucoup de choses. Mais on n'a pas d'objet aussi fabuleux, on peut dire, que ce que l'on a pour Toutankhamon. En tout cas, pour la plupart des gens. En tout cas, pour moi, c'est aussi fabuleux parce qu'en plus, c'est beaucoup plus ancien que Toutankhamon. Avoir de tels objets, c'est fabuleux. Mais voilà, on peut penser que Khéops avait avec lui du mobilier, avait certainement de l'or, mais il ne faut pas imaginer que la pyramide était remplie à fond d'objets en or. Hein. Donc, on a cette histoire d'or qui va vraiment, qui continue. Hein. Les gens sont persuadés que Khéops, étant donné que c'est un très grand roi, pouvait avoir énormément d'or avec lui. Ben non, pas du tout. Après, dans le film, vous allez voir Khéops, donc relativement vite, va décider de construire son tombeau. Alors ça, c'est quelque chose de vrai, oui. On peut imaginer que la plupart du temps, la plupart des rois décidaient de construire leur tombeau, pas dès le début de leur règne, mais en tout cas pas loin. Surtout quand vous commencez à construire une pyramide qui va faire 146 mètres de haut, vous avez intérêt à prévoir tout ça à l'avance. Hein. C'est pas toujours simple. Alors même après, quand vous faites des pyramides plus petites, hein, Mykérinos, Radjedev, tous ces gens-là vont construire des pyramides beaucoup plus petites, mais on va commencer à travailler très vite parce que ça demande une infrastructure énorme et puis on ne sait pas combien de temps on va vivre, surtout. Et puis surtout, il y a une mauvaise habitude en Égypte, hein, c'est que généralement, il y en a peu qui finissent les ouvrages de leur père. Puis là, quand c'est pas leur père, c'est encore pire. Mais donc, généralement, parce que le nouveau roi qui arrive, lui, il va penser à son propre tombeau. Donc, il va piquer les ouvriers, il va prendre toutes les infrastructures pour construire son tombeau. Et celui de son père va rester dans l'état où il est resté au moment de sa mort. Donc, on va avoir des choses qui ne seront jamais terminées. Et c'est comme ça que, par exemple, alors là, profitez-en dans le film ce soir, vous allez voir à un moment donné les ouvriers qui travaillent dans une énorme excavation pour le début de la construction de la pyramide. Et cette excavation, c'est celle de Zaouiet El Ariane. Alors, personne ne peut la voir. Maintenant, depuis plus de 50 ans, elle est dans un camp militaire. Il est impossible d'y accéder. Hein, moi-même, je ne l'ai jamais vue. Je suis allé à Zaouiet El Ariane. J'ai pu voir la petite pyramide à degrés qui est encore là-bas, rentrer dedans. Mais la grande excavation est totalement inaccessible. Et là, pour les besoins du film, hein, parce qu'en fait, c'est une excavation qui avait été trouvée par Barsanti au début du XXe siècle, qui avait été fouillée. Mais vous imaginez, après la fouille, eh bien, il y a eu une tempête de sable, tout s'est rempli petit à petit. Et pour les besoins du film, ils l'ont de nouveau complètement excavé. Ils ont retiré tout le sable qui était dedans. Et donc, les images que vous avez sont quasiment, je ne dis pas les seules, parce qu'on a très très peu de photos de cette excavation. Donc, profitez-en, parce que les images ne durent pas très longtemps, mais vous avez des images de Zawiya Al Aryan. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Donc le roi va décider de construire son tombeau et bien entendu, il va convoquer des architectes. Hein. Le terme d'architecte n'existait pas vraiment à l'époque. Hein. Il va y avoir
Actuellement, quand effectivement, on va avoir pour Khéops, mais pour ses successeurs aussi, on va avoir des conducteurs des travaux. Et les conducteurs des travaux, c'est pas n'importe qui, hein. Généralement, c'est un familier, c'est quelqu'un de la... On va pas prendre, comme dans le film Un prisonnier de guerre, on va prendre quelqu'un de la famille qui va assurer le travail. Et donc, pour Khéops, on en connaît deux, Emionou, hein, et on connaît aussi Anraef qui va venir après. Anraef, c'est le demi-frère de Khéops, vous imaginez. Donc, il va bien faire le boulot pour son frère. Et Emionou est un cousin. Donc, puisqu'en fait, ils ont tous les deux le ancêtre, le roi Snefrou. On a vraiment donc que des gens de la famille qui vont travailler là-dessus. Et tout repose effectivement sur un clan familial pour diriger le pays, mais là aussi pour construire ce tombeau. Donc dans le film, vous allez voir des architectes qui vont présenter des plans au roi, et là, on tombe vraiment dans les dans tout ce qu'on peut habituellement entendre, hein, c'est-à-dire le labyrinthe, des pièces secrètes, des trappes, des creux, des passages secrets, des choses absolument aberrantes, puisqu'en fait, ça n'existe pas dans l'Égypte ancienne, tout ça. Hein. Vous allez dans une pyramide, si vous arrivez à vous y perdre, comme Astérix et Obélix, vous avez de la chance. Moi, j'avoue que c'est du genre de truc. Généralement, vous avez la plupart des pyramides, vous avez un couloir, vous allez jusqu'au fond, vous remontez. Hein. C'est tout. C'est vrai que Khéops, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un des rares, mais il avait été initié par ça, il n'est pas le seul, il avait été initié par ça par son père Snéfrou, qui a quand même, lui, construit quand même 3 pyramides. Hein. Il a fait celle de Meidoum, et il a construit 2 pyramides à Dachau, la rhomboïdale et la pyramide rouge. Et dans ces pyramides, effectivement, il y a des passages beaucoup plus importants que ce que l'on va trouver à partir de Képhren, où généralement on a une entrée qui va vers le sous-sol et on arrive à la chambre funéraire, c'est tout ce que l'on a. Hein. Mais c'est quand même pas très très compliqué. Alors Khéops, lui, va aller très loin puisqu'il va avoir 3 chambres, une chambre en souterrain, une chambre dite chambre de la reine, mais qui n'a certainement jamais été fait pour recevoir la reine. Et surtout, je vous dis, il en a eu au moins 3. Et la chambre dite du roi, mais dans laquelle il a certainement été inhumé. Et voilà, les 2 premières, on ne sait toujours pas à quoi elles servaient. Est-ce que ce sont des repentirs suite au cours de la construction pour faire quelque chose de mieux? C'est possible, on ne sait pas. Certains disent aussi maintenant que, par exemple, la chambre qui est creusée dans la roche, qui n'a jamais été terminée, c'est pour représenter un aspect chtonien de la religion. C'est possible, mais en fait, on n'a aucun texte. Hein. Vous savez que les textes dans les pyramides apparaissent simplement avec Kounas à la fin de la 5e dynastie. Là, on est au début de la 4e, donc on n'a strictement rien. Et on n'a aucun texte qui nous raconte tout ça. Donc, c'est bien le malheur. Donc, les architectes vont faire des propositions et Khéops, bien entendu, va hurler contre eux en disant que le problème, c'est qu'ils ont beau faire des pièges, faire des labyrinthes, eh bien, tous les tombeaux de ses prédécesseurs ont été pillés. C'est vrai, avec ce que je viens de vous raconter sur Téperes, il est possible, effectivement, que déjà à l'époque, une tombe royale ne tenait peut-être pas très longtemps face au pillage. C'est possible, on n'en a pas de preuves là non plus, on n'a pas de texte. Les textes, il devait y en avoir, il ne faut pas se leurrer. Les Égyptiens écrivaient déjà beaucoup. Ah, il y avait certainement énormément de documents sur papyrus, mais malheureusement, ils ont disparu. Donc, dans le film, eh bien, il va faire appel à un personnage qui se fait appeler Vashtar, et ceux qui vont construire le tombeau, c'est le peuple de Vashtar, qui sont des orientaux, hein, qui ont été soumis par Khéops au cours d'une guerre. Et donc le Khéops va promettre la liberté du peuple contre la construction de la pyramide, parce que Vashtar avait réussi à faire des prodiges en se battant contre Khéops. Quand on regarde ça, on est à l'époque, il n'y a pas d'hébreu, hein, le peuple hébreu n'existe pas encore, bien entendu, mais quand on regarde ça, on pense vraiment tout à fait à eux. C'est réel. Il y a un point tel d'ailleurs que le film qui a été tourné en Égypte, ce qui est quand même à remarquer, parce qu'il y a beaucoup de films sur l'Égypte ancienne qui n'ont pas été tournés en Égypte, malgré tout, eh bien, quand le film est sorti, il a été interdit en Égypte parce que tout le monde a dit, mais ça représente le peuple hébreu. On était à l'époque de Nasser, hein, le film est sorti en 1955. Vous imaginez comment? Comment j'ai dit Israël? Il a été interdit en Égypte. Ah, j'ai dit en Israël? Ah, pardon, excusez-moi. Non, il a été interdit. Non, non. Bon. Il a été interdit en Égypte. Ça, c'est... Donc, et c'est vrai que tout de suite, ce que l'on voit, c'est que on a affaire à des esclaves. Et ça, c'est quand même là aussi quelque chose que l'on entend tout le temps. Non.
surtout à l'époque de Khéops, les esclaves ne savaient pas courir les rues. On n'avait pas tant de confrontations avec des peuples étrangers. Déjà, il fallait faire l'unification du pays, hein, parce que on avait effectivement une armée, on avait un roi, on avait une administration, on avait des choses comme ça, mais il y avait encore beaucoup de choses à faire, hein. Le pays n'est pas complètement formé. La 4e dynastie va être celle qui va former le pays. Ça, oui, ça complètement. Mais rien n'existe vraiment. Donc, il peut y avoir des guerres. On a des textes parfois très, très réduits, hein, sur des plaquettes. Où on voit qu'effectivement, on a fait 100 000 prisonniers. Quand on voit les populations des peuples à l'époque, 100 000 prisonniers, on voit que c'est largement exagéré, hein. Mais bon, c'est comme ça. Il y a toujours besoin de se mettre en valeur. Mais à l'époque, quand on construit une pyramide, eh bien, ce sont les Égyptiens qui vont la construire. Ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des prisonniers, ce ne sont pas des gens comme ça. Et le coup de chance, c'est qu'en fait, maintenant, en plus, on s'en doutait largement, mais maintenant, on a une preuve, hein, puisqu'on a notamment fait une découverte absolument fabuleuse en 2013, au bord de la mer Rouge, hein, dans un site qui s'appelle Wadi El Jarf. Et c'est Pierre Tallet et son équipe qui ont trouvé ça. Ils ont trouvé toute une série de papyrus dans un lieu qui est au bord de la mer. C'est quand même fou, quoi, parce que s'il y a bien un lieu où on ne serait jamais allé chercher des papyrus, c'est bien là. Donc, il a trouvé tout un ensemble de papyrus alors, malheureusement fragmentaires, hein, il serait complet, ça serait trop beau, mais qui sont suffisamment intéressants et suffisamment complets pour qu'on puisse comprendre certaines choses. Et notamment, eh bien, on a sur ce papyrus, puisqu'il y en a plusieurs, sur ces papyrus, le journal de bord d'un équipage qui était chargé notamment de transporter des pierres entre la carrière de Toura et la pyramide de Gizeh. C'est ce sont les plus anciens papyrus que l'on ait nous racontant quelque chose, hein. C'est absolument fabuleux cette découverte. D'ailleurs, ça a été publié par Actes Sud. Vous avez ce livre que je vous recommande, hein, qui est vraiment fabuleux. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, mais vraiment, si ça vous intéresse, lisez-le, Les Papyrus de la mer Rouge. Et ça vous raconte toute l'histoire de la découverte, et puis ça vous raconte aussi ce qu'il y a dedans. Et là, vous aurez tous les détails, et ça nous permet de comprendre énormément de choses, aussi bien sur les personnes qui s'en occupaient, qui s'occupaient de la construction de la pyramide, que de la façon dont c'était fait. Donc tout ça. Et on s'aperçoit que, par exemple, les équipages étaient des gens privilégiés. Donc, ce n'étaient pas des marins comme ça, c'est des gens qui pouvaient même participer au culte funéraire du roi. Ce sont des gens qui on pouvait être appelés aussi pour faire des corvées, bien entendu. Donc, certaines parties de l'année, notamment à partir du moment où il y a l'inondation, on peut atteindre sans difficulté le temple bas de Khéphren, on peut atteindre les endroits où on va comment dire, amener les pierres pour la pyramide, parce que quand vous êtes en période où le Nil est très, j'allais dire le Nil est très bas, on ne peut pas atteindre toutes ces zones-là, donc on ne peut apporter des pierres qu'une partie de l'année. Donc on va en profiter des périodes où on a les eaux qui sont très hautes, et on va arriver comme ça jusqu'au pied du plateau de Gizeh, où on va apporter toutes ces pierres. Et il y a des rotations qui sont très rapidement, puisque le coup de chance, les carrières de Toura sont seulement à 20 km au sud de Gizeh, hein. Donc on va faire une rotation, au moins presque une rotation par jour, pour apporter des pierres, ce qui est quand même énorme, hein. Donc on a vraiment des... Et puis sur place, et puis on va avoir des gens. Alors, on ne connaît pas encore tout à fait ceux de Khéops, de l'époque de Khéops, mais on connaît ceux qui ont travaillé sur les pyramides, un petit peu ceux qui ont travaillé sur les pyramides de Khéphren et Mykérinos. On n'est pas très loin, hein, quand même, donc c'est quand même bien proche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a retrouvé le village qui servait à recevoir toutes ces personnes, hein. Il a été fouillé par Mark Lehner, hein, donc qui est un des co-auteurs du livre aussi, un Américain qui travaille depuis, je pense, au moins 30 ans sur le plateau de Gizeh, donc qui connaît ça très très bien, et qui a eu la chance de tomber sur une installation qui était faite pour recevoir tous les ouvriers qui travaillaient sur la pyramide. Moins tous, au moins une grande partie. Mais il y avait aussi à côté, alors, avec des grandes salles où les ouvriers dormaient les uns à côté des autres, mais ils étaient nourris, il n'y avait pas de problème, hein, ce n'était pas les coups de fouet. Il y avait des boulangeries, il y avait des endroits où on abattait des animaux pour pouvoir les nourrir, il n'y avait pas de problème. Et puis un petit peu après, il y avait aussi des maisons un peu plus cossues pour les responsables, pour les gens qui avaient un peu plus de responsabilité. Donc on ne change pas le monde quand même. Donc, pas d'esclaves, hein, pas de... Alors, je dis pas qu'il n'y en avait pas un, c'est jamais. Mais en tout cas, non, ce sont des hommes libres qui étaient là pour faire ça. Alors, après ça, combien de temps a duré la construction de la pyramide? En fait, on n'en sait rien, hein.
je sais plus, j'avais noté à un moment donné, puis j'ai oublié, parce que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. Mais bon, on a parlé de 20 ans de construction. Je crois que c'est Hérodote qui dit que ça, oui, il a fallu 10 ans pour construire la rampe pour accéder à la pyramide et 20 ans pour la construire. En fait, Khéops a régné pendant 27 ans, ça on en est sûr, parce qu'on a trouvé des dates qui nous permettent de savoir ça. Alors à l'époque, moi, ça ne nous arrange pas, parce qu'à l'époque, la comptabilité des années, c'est pas tous les ans, c'est tous les 2 ans. Donc, mais on nous parle de l'année qui suit le 13e, parce qu'en fait, on comptait en fonction du recensement du bétail. Et donc on a une année après le 13e recensement. Donc voilà. Et visiblement, Khéops est mort durant sa 27e année de règne. Et par rapport à ce qu'on voit dans les papyri, on s'aperçoit que la pyramide n'était pas tout à fait terminée, mais presque. Mais donc on sait que l'équipage apporte des pierres, mais pour construire quoi encore, on ne sait pas si c'est des pierres de Toura, donc c'est généralement soit pour le revêtement de la pyramide, donc l'essentiel est fait, bien entendu, ou alors ça peut être aussi pour les temples hauts, le temple bas ou la chaussée montante. C'est possible, on ne sait pas. Voilà. Alors dans le film, vous allez voir aussi quelque chose moi, qui m'a amusé énormément. Vous allez voir le roi se battre contre le taureau Apis. Alors, pour moi, c'est un grand moment. Il faut savoir qu'en plus, à l'époque, je sais qu'ils ont fait venir des, des spécialistes du taureau venant du Portugal, qui étaient là pour, notamment en plus pour doubler le roi, parce que le but, c'est de mettre le taureau par terre, pas de le tuer, justement. Et donc, il y avait des familles au Portugal qui avaient l'habitude de faire ça. Donc, et coup de chance, dans la famille, il y en avait un qui avait à peu près la même carrure que l'acteur. Donc ça s'est très bien passé. Et quand vous regardez le film, je peux vous assurer que vous ne voyez pas la différence. Mais le problème, c'est le taureau Apis. Alors effectivement, on a bien des mentions de taureau Apis dès la première dynastie. Donc là, on est à la quatrième. Rien d'anormal. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que pouvait être le taureau Apis à l'époque. On ne sait pas s'il y en avait un vraiment vivant. En tout cas, on n'a aucune tombe, on n'a strictement rien sur lui. Et surtout, on a quelques mentions, mais vraiment éparses. Donc, très, très peu de choses. C'est certainement pas un grand représentant du dieu Ptah comme il va le devenir après, à partir du Nouvel Empire. Mais donc, le roi dit, parce que là, il est en train de faire le beau devant sa nouvelle reine, et donc il veut lui montrer qu'il est capable d'être plus fort qu'un autre dieu, parce que lui-même est considéré comme un dieu. Alors là aussi, problème, le roi en tant que tel n'est pas un dieu, il est un homme, mais il occupe une fonction divine. Donc il est proche du divin. Là aussi, vous savez, c'est un peu comme nos rois de France qui étaient des rois thaumaturges, donc qui avaient hérité de Dieu la possibilité de guérir certaines maladies. Voilà, c'est à peu près ça. Mais bon, le roi le pharaon mourait comme le roi de France. Et donc là, dans sa lutte, il est face à un animal qui n'est pas non plus un dieu, même si dans le film ils le disent, l'animal était le héros du dieu, donc il était son représentant. Donc on peut dire qu'en fait, ce sont deux êtres avec des fonctions divines qui vont se rencontrer. Mais jamais, au grand jamais, un roi ne se serait permis de se battre contre un taureau à pisse. Déjà, à mon avis, ils n'avaient peut-être pas tous envie parce que ça faisait peur de se battre, se retrouver face à un taureau. C'est pas évident. Moi, j'aimerais pas. Et ça m'est arrivé un jour sur un terrain de fouille. Je peux vous assurer que heureusement qu'il y a une barrière électrique entre nous. Le... Donc, c'est pas évident. Et surtout, jamais on se serait permis de faire ça face à un héros du dieu Ptah. En revanche, la seule chose qui soit bien vue, c'est qu'ils ont pris un taureau qui est un petit taureau, un peu comme nos taureaux de Camargue. Et qu'effectivement, quand on regarde les reliefs qui représentent le taureau Apis à partir du Nouvel Empire, on s'aperçoit que c'est un taureau qui est assez svelte, haut sur pattes. Alors, au contraire du taureau Mnévis qui lui est à Héliopolis, qui est un gros taureau qui rappelle plutôt les taureaux de corrida. Donc on a vraiment des différences. Et là, c'est plutôt bien vu, mais à mon avis, ils ne l'ont pas fait exprès. Alors, dans les détails absurdes, vous allez voir, notamment si vous regardez, il y a dans le palais du roi, à un moment donné, vous allez voir une peau de tigre au mur. C'est un peu gênant parce que, effectivement, on sait qu'il y avait des tigres pas très loin, mais quand même, il faut aller les chercher quasiment en Iran à l'époque. Ça fait un petit peu loin pour ça. Mais euh, le,
Alors, pour revenir sur la pyramide, ben, donc, dans sa construction, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, parce qu'en fait, la première partie, ça va être les guerres, c'est le problème, comme ça. Deuxième partie, ça va être la construction. Troisième partie, on va dire, ça va être la mort du roi. On va construire cette pyramide, mais on oublie quand même une chose à chaque fois qui est quand même pas négligeable, c'est que quand on choisit un lieu où on va implanter une pyramide, on ne va pas choisir n'importe quel endroit. Alors, effectivement, Gizeh était bien vu, hein, mais en plus, Khéops a mis sa pyramide au plus près du promontoire, ce qui fait qu'elle était visible encore plus loin. Mais surtout, à cet endroit-là, il y avait déjà un promontoire, il y avait déjà une petite colline, on peut dire. Et de toutes les pyramides que l'on connaît, en fait, ont fonctionné comme ça. Si un jour vous avez la chance d'aller voir la pyramide de Radjedev à Bouraouach, vous pourrez regarder, parce que la pyramide a été complètement démontée à l'époque romaine, il ne reste plus que les restes de la colline, en fait. Donc on sert généralement du terme allemand d'Inselberg pour ça. Mais ça peut représenter quand même un bon pourcentage de la surface de la pyramide. Hein, puisque on sait que pour Khéops, on a entre 5 et 7 mètres minimum de hauteur sur toute la surface qui a été préservé. Alors après, il faut l'aménager hein, quand même. C'est du travail, c'est pas rien, puisqu'après, on va mettre les blocs par-dessus. Mais ça, quand même, ça permet d'économiser quand même pas mal de pierres. Des pierres qui sont trouvées sur place. Parce que là aussi, quand on regarde le film, on a l'impression que les pierres viennent de très loin tout le temps. Je vous dis, pour le revêtement, on va chercher les pierres de Toura. Mais sinon, les seules pierres qui viennent de loin, c'est le granit, qui vient d'Assour. Effectivement, là, c'est l'autre bout du pays. Et là, ça va servir effectivement pour construire la chambre du roi, pour construire euh, le- toutes les chambres de décharge, des choses comme ça. Mais voilà, c'est tout. Le reste, ça va être des pierres qui vont être prises sur le plateau de Gizeh lui-même. Donc là, quand vous promenez sur le plateau, vous voyez des trous partout. N'allez pas chercher bien loin. Les trous ont été faits quand on a construit les différentes pyramides. On a pris les pierres sur place. C'était pas fou. Hein. Et généralement, quand on regarde une pyramide, on ne cherche pas très loin. On trouve les carrières qui permettent de faire l'intérieur de la pyramide. Là, et donc, effectivement, on peut se permettre d'avoir des pierres très grosses. On ne va pas les chercher très loin. Il faut quand même les porter. Hein. Les tirer, c'est autre chose. Donc, alors justement, dans le film, quand ils vont chercher les pierres très loin, et donc ils les transportent en bateau, vous allez voir des felouks avec des voiles latines. Dans l'Égypte ancienne, les voiles sont rectangulaires, elles ne sont pas donc tout est faux. Et puis là, les felouks transportent une pierre. Généralement, les Égyptiens avaient une idée de rendement qui était un peu plus importante que ça, et donc généralement, on avait des bateaux qui devaient en transporter nettement plus. Hein. Donc, mais bon, tout ça, ça nous permet quand même aussi, par exemple, de voir dans le film l'obélisque d'Assouan. Ils ont mis des gens à tailler le granit d'une façon fausse, bien entendu, et ça vous permet de voir l'obélisque d'Assouan, qui est cet obélisque inachevé qui n'a jamais été terminé parce qu'en fait, il s'est fendu. Et donc, on ne l'a jamais terminé, on ne l'a jamais extrait. Mais cet obélisque a été visiblement réalisé, on ne sait pas quelle date exacte, mais en tout cas au Nouvel Empire. Donc, vous voyez, plus de 1000 ans après la vie de Khéops, donc là aussi un petit anachronisme qui est quand même assez joli. Alors, il y a une des choses qui est quand même pas mal, surtout pour l'époque, c'est que pour construire la pyramide, eh ben, on va avoir une rampe unique. Alors là aussi, gros problème, hein, de grosses discussions, vous en avez tous entendu parler. Hein, tout le monde se bat toujours pour savoir si effectivement il y avait une rampe unique ou il y avait des rampes qui faisaient le tour de la pyramide. On a parlé de rampes qui étaient, comment dire, en substructure de la pyramide. Je crois qu'on a pu tout dire. Je ne reviendrai pas trop là-dessus, mais quand même, là c'était pas mal vu, d'autant plus que on connaît quand même des restes de rampes pour l'Égypte ancienne. Alors, il faut le savoir, hein, bien entendu, mais on en connaît à Meidoum et on en connaît à Licht. Donc, oui, on sait comment les Égyptiens faisaient à peu près. Il y a toujours après, bien entendu, certainement des changements d'une pyramide à l'autre. On n'a pas tous les éléments, mais en tout cas, quand on commence à chercher des choses un petit peu compliquées, il faut penser que les Égyptiens allaient au plus simple généralement. Hein, et donc, une rampe permettait déjà d'apporter beaucoup de choses. Elle était très longue, bien entendu. Ce n'était pas un simple amas de terre, bien entendu, là aussi. C'était quelque chose qui était en partie construit, parce que sinon, ça serait écroulé, hein, tout bêtement. Surtout quand vous commencez à porter des blocs qui pèsent plusieurs tonnes, avec des hommes qui tirent ça. Mais là aussi, ça semble épouvantable.
Moi, j'aimerais pas porter les tirer, hein, ces pierres. Mais c'est Le Grain, qui est un égyptologue français, qui a travaillé à Karnak au début du XXe siècle, un grand égyptologue. Et il a voulu remettre en place des colonnes qui avaient été détruites par un tremblement de terre, qui étaient tombées par terre. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les systèmes des Égyptiens. Il a fait des rampes, hein, et il a fait tirer la colonne. Et là aussi, je ne sais plus combien de personnes il a pris, mais genre 200 personnes pour tirer le bloc. Ils ont tous tiré en même temps, la colonne les a presque doublés. Donc, parce qu'effectivement, c'était mis sur un traîneau, le traîneau était mis sur un sol qui était très glissant, donc il n'y avait pas besoin d'autant d'hommes pour le tirer, hein. Donc, je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire d'efforts, loin de là, hein, mais en tout cas, ce n'est pas non plus le travail insurmontable qui peut être décrit dans tous les films. Donc, cette rampe est assez bien vue. Alors, actuellement, justement, si vous lisez le bouquin de Pierre Talley et Marc Lehner, vous verrez, eux, ils partent du principe, effectivement, d'une rampe, et une rampe qui n'est pas tout à fait centrale. Mais parce que à côté de ça, vous avez une rampe qui arrive de la vallée, par laquelle on monte tous les blocs quand ils sont sortis du bateau. Mais vous allez voir, c'est quand même là aussi des propositions qui sont très intéressantes. Et ils expliquent comment on pourrait arriver jusqu'au sommet de la pyramide. Alors là aussi, il y a des choses aberrantes, hein. Les ouvriers qui ont les yeux bandés pour pas voir, pour pas connaître comment on arrive au sein des cendres de la pyramide, là où le roi va être enterré. Quand vous voyez le plan simple d'une pyramide, hein, non, non. Personne n'avait les yeux bandés, ça certainement pas. Et donc, de même que les pièges dans les pyramides n'existent pas, hein. Donc là aussi, je crois que là, la légende vient en partie des tombes du Nouvel Empire, de celle de la Vallée des Rois. Vous avez très souvent dans les tombes des puits qui sont là pour recevoir l'eau qui va s'écouler, parce que de temps en temps, vous avez des pluies épouvantables. On a connu ça il y a encore quelques années, à un point tel d'ailleurs que le lac de Malkata, sur lequel l'Amenhotep III se promenait en bateau avec ses belles femmes, s'est reconstitué. Alors qu'habituellement, c'est un lieu qui est complètement à sec, hein. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, vous avez de l'eau qui peut arriver jusqu'à l'intérieur des tombes. Ça peut passer. Là, il fallait l'empêcher. Donc, vous avez un trou qui est là plus pour recueillir l'eau que pour empêcher les voleurs de passer, hein. Donc, non, il n'y a pas de piège dans les pyramides. En revanche, effectivement, on bouche les pyramides, hein, mais moi, je me souviens très bien quand on travaillait sur la pyramide on travaillait à Bouraouach et on regardait bien entendu la pyramide de Radjedev et on voyait la pyramide a été complètement démontée à l'époque romaine, il n'y a plus rien, hein. La seule chose que l'on voit encore, c'est le trou fait par les voleurs pour passer pour rejoindre la pyramide, pour contourner les éléments en granit donc, qui obstruaient le passage et qui les embêtaient, hein, et donc ils ont creusé dans le calcaire. C'était beaucoup plus simple et ça posait moins de problèmes, hein. Alors là, on arrive aussi à un grand moment, vous allez voir quelque chose d'assez fabuleux, c'est Vashtar, cet architecte, qui va faire une proposition au roi pour un tombeau totalement inviolable. Et donc, vous allez voir un enfant qui, alors, Khéops ne le croit pas, dit que c'est pas possible, et Vashtar lui dit, mais un enfant peut le faire. Le roi se fâche, quasiment, et donc Vashtar, bien entendu, va lui montrer, vous regarderez la démonstration, elle est très belle. Le problème, c'est que là aussi, à l'époque de Khéops, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas tout à fait faux, dans le sens où on connaît de telles installations pour la 26e dynastie. Donc, on est vers 600 avant Jésus-Christ, hein. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir un tombeau, un couvercle d'un tombeau qui va descendre petit à petit, soutenu par des pieux en bois, hein. Et tout ça parce qu'en fait, à la base, on avait mis du sable et on laisse le sable s'écouler. Donc, petit à petit, les pieux rentrent comme ça dans le tombeau, hein, et le couvercle va se mettre en place sans aucun problème. Et après, ce sont des couvercles qui pèsent tellement lourd, il faut quand même être assez fort pour pouvoir soulever ça. Mais il y en a qui arrivent, généralement, les voleurs préfèrent le casser, ça allait beaucoup plus vite, hein. Mais on sait, à Saqqara, par exemple, on a les tombeaux de la 26e dynastie dont les couvercles ont été installés comme ça. Donc là, ils se sont contentés de piquer l'idée à des périodes ultérieures. Et je crois que, si je me souviens bien, je crois que c'est Jean-Philippe Loher qui leur avait donné l'idée. Parce que autant Howard Hawks ne regardait pas ce qui se passait en égyptologie, mais Noel Howard, lui, est allé consulter plusieurs fois Jean-Philippe Loher, qui était quand même un des grands spécialistes de la construction des pyramides, de la construction de l'Égypte ancienne aussi.
Alors, dans les petites choses amusantes, vous allez voir un gong en forme de croix, lancé en forme de croix en. Bon, on n'a jamais vu ça, mais ça devait faire très égyptien pour eux. On va voir aussi la reine, la deuxième reine, en fait, qui vient de Chypre, comme si Chypre était assujettie à l'Égypte à l'époque de Khéops. Non, c'est vrai qu'il y a des périodes dans l'histoire où Chypre va dépendre de l'Égypte, mais là aussi, c'est quand même beaucoup plus tard, hein. Donc, non, il y a des choses comme ça qui sont complètement aberrantes. On va voir des petites choses, des petits rappels aussi sympathiques. Et là, je pense que Loé n'est peut-être pas étranger. La chambre où Khéops est assassiné, vous allez voir, regardez les colonnes engagées qui sont dans la chambre. En fait, c'est complètement inspiré des constructions de la troisième dynastie, donc notamment du complexe funéraire de Djoser. Hein, c'est assez amusant à voir. Ça fait toujours plaisir. Alors, puis, dans les petites anecdotes, le roi blessé veut rentrer à Luxor. On se demande bien ce qu'il va faire à Luxor. Luxor, à l'époque, c'est une petite bourgade. Et encore, il dit Luxor, bon, on interprète hein, Dangonteb, si vous voulez, pour les façons grecques. Euh, c'est une bourgade, il n'y a rien. Hein. On ne connaît même pas le temple d'Amon à l'Ancien Empire. On ne sait rien de ce qui peut se passer à cet endroit-là. Donc le roi risque pas d'aller faire un tour à Luxor, ça certainement pas. Hein. En revanche, s'il a un endroit où il doit aller, c'est retourner. Soit il va à Memphis, soit effectivement à l'époque on avait près de la pyramide tout un ensemble. On avait le palais, on avait les bureaux des fonctionnaires, on peut dire, mais on avait aussi donc tous les organismes de l'État qui étaient rassemblés. Hein. Donc ce qu'on appelle le grenier, ce qu'on appelle le trésor, donc qui sont là pour gérer ce qu'il y a dans le pays. Hein. Donc tout ça est réuni au même endroit et généralement ça déménage en fonction de l'endroit où on va construire la pyramide de roi. Hein. Donc là, oui, il aurait dit on retourne à Memphis, oui, parce que Memphis continue à être la grande ville qu'elle va continuer à être, hein, même au Nouvel Empire. On dit que la capitale, c'est Thèbes. Oui, religieuse, on peut dire, avec Amon. Mais en revanche, la grande cité, c'est toujours Memphis, et elle va le rester jusqu'à l'époque gréco-romaine. Hein. Donc, c'est vraiment la très, très grande ville. Une chose aussi assez amusante, c'est alors, je vous l'ai dit pour les noms, mais il y a un fils du roi qui s'appelle le prince Zanin. Je ne sais pas où sont les piché ça, qui est là pour succéder à Khéops. C'est surprenant parce qu'à l'époque, on savait déjà qui était le successeur. Il s'appelait Radjedef. Donc, voilà, on ne sait pas pourquoi. Donc, Radjedef, qui est un des fils de Khéops, qui va mourir, on ne sait pas au bout de combien de temps. Il a eu le temps de finir certainement sa pyramide. Mais on a différentes versions, donc on ne sait pas trop. Il aurait pour certains régné 8 ans, pour d'autres 27 ans, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Hein. Et c'est son frère, Képhren, qui après va revenir, va avoir le pouvoir. Donc, voilà, très surprenant, des choses comme ça. C'est comme aussi, on nous parle toujours du grand prêtre, j'ai oublié son nom encore une fois. Ce grand prêtre, on ne sait jamais de grand prêtre de quoi il est. Hein. Donc on a l'impression que c'est un grand prêtre de tous les dieux d'Égypte. En fait, pas du tout. Hein. Donc à la limite, comme on est près de Memphis, on peut se dire c'est le grand prêtre de Ptah, mais on n'a rien, c'est toujours le grand prêtre. C'est tout. Après la mort du roi, vous allez voir, on va promener son cercueil, on va l'amener, et là c'est un cercueil anthropoïde. Ça n'existe pas à l'époque. Hein, on va mettre les gens dans des sarcophages, et les sarcophages en pierre qui sont, et puis celui de Khéops, on ne risquait pas de se promener avec, hein, il ne passait plus les portes une fois qu'il a été installé. Donc c'est quand même toujours un petit peu gênant. Hein. Mais donc il n'y avait pas de cercueil anthropoïde à cette époque-là encore, ça ne se faisait pas. Donc là aussi, chose surprenante. Mais bon, ça évoque bien la mort du roi. Dans la pyramide aussi, on voit une barque solaire. Alors c'est très sympa parce qu'en fait, c'est théoriquement pour que le roi puisse voyager, c'est ce qu'on dit dans le film, avec le dieu du soleil, puisqu'il il prend rang parmi les dieux après sa mort. Mais en fait, est-ce qu'il avait une pyramide, une barque solaire? On n'en sait rien. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y en avait à l'extérieur. Alors, il y a plusieurs sortes de barques, hein, puisque vous connaissez peut-être même certainement ces barques qui ont été découvertes sur la face sud de la pyramide de Khéops, hein, dont une avait été remontée. Elle était présentée dans un bâtiment sur la face sud, puis là, ça a été démonté et ça va être présenté dans le futur musée, s'il ouvre un jour, le musée de Gizeh. Ça sont des barques qui ont vraiment navigué sur le Nil. D'ailleurs, les gens qui ont ouvert cette.
Alors c'est assez amusant parce qu'ils ont loupé ça de peu. Noël Howard a pu voir la découverte de ces barques, puisqu'il était en Égypte encore à ce moment-là pour finir le film. Hein, et il raconte qu'effectivement, il a pu passer la tête dans une anfractuosité, parce qu'il y avait d'énormes blocs de pierre qui cachaient ces bateaux, mais ça avait été tellement bien fait, et on avait tellement fait ça y est, j'ai encore un trou de mémoire, on avait vraiment enlevé tout l'air, il n'y avait plus d'air qui passait, que tout s'était conservé, et il paraît que ça sentait encore le Nil, hein, tout moins l'eau, tout moins le bois mouillé à l'intérieur. C'est ce que racontent les gens qui sont les premiers à être passés là-bas. Et ce bateau a pu être remonté, donc bateau qui fait quand même 43,60 m de long, hein, et qui est complet. Il a ses pelles de gouverne, il a les rames, il a sa cabine, il a tout. Si vous allez en Égypte, il faut absolument voir ça, c'est quelque chose de fabuleux. Mais il avait aussi d'autres bateaux, des bateaux solaires qui, eux, avaient été là pour sa destinée post-mortem. Et ce sont des bateaux qui étaient dans des fosses en forme de bateau. Alors, ces fosses en forme de bateau, bah, tout a disparu. On n'a plus que la fosse elle-même. Mais on a encore 3 fosses sur la face est de la pyramide. Et pratiquement toutes les grandes pyramides ont des fosses comme ça, qui avaient servi très certainement à recevoir des bateaux. Alors, est-ce qu'ils étaient complets ou est-ce qu'ils étaient en pièces démontées? On est incapable de vous dire parce qu'en fait, on n'en a pas trouvé. On a trouvé des morceaux de bois à l'intérieur de certaines, mais c'est tout. On n'est jamais allé plus loin. Mais voilà, on avait des bateaux comme ça. Donc, je ne suis pas sûr que Khéops avait besoin d'emporter ça avec lui. Alors, toujours dans la pyramide, à un moment donné, on passe dans une pièce où on voit des statues à l'effigie de Khéops. Là aussi. On n'a pas de pyramide comme ça où on a à l'intérieur des sculptures, hein. Généralement, c'était fait pour l'extérieur. C'était réservé aux temples qui sont. Généralement, c'était le temple haut qui était. Il pouvait y en avoir aussi sur le temple bas, hein. Et là, effectivement, on rendait le culte funéraire au roi. Mais en tout cas, on n'avait pas de sculpture intérieure. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent que la chambre dite de la reine aurait pu recevoir une statue du roi. Mais on n'a aucune preuve, on n'a rien trouvé. Et moi, je me dis aussi que même s'il y avait une sculpture du roi, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas restée. Parce que ce n'est pas le genre de choses que les voleurs vont emporter. Mais bon, ça, c'est l'histoire qui circule. Voilà, puis donc, parce que j'arrive quasiment à la fin, je voulais quand même un dernier point qui n'est pas négligeable, parce que c'est quand même c'est pas le happy end, mais en tout cas, le grand prêtre et un certain nombre d'autres prêtres qui ont été volontaires, hein, ils le sont tous, décident de rester, d'être dans la pyramide et donc de mourir pour suivre le roi dans sa destinée. Alors là aussi, c'est quelque chose, non. On n'a jamais trouvé de corps de gens sacrifiés, hein. On sait très bien quand on est à l'époque de Khéops, il n'y a pas de gens qui sont morts comme ça, hein. Ce que l'on fait, et on le voit aussi bien donc pour Khéops, hein, puisqu'on a un cimetière à l'est de la pyramide, un cimetière à l'ouest, hein, on a les familiers qui vont avoir le droit de construire un mastaba pour être près du roi, mais ils ne vont pas être enterrés dans la pyramide avec lui. Le roi est tout seul, hein. Même sa reine, généralement, normalement, elle est dans une autre pyramide. Mais il est tout seul, c'est pour lui, hein. Donc, on ne va pas faire mourir quelqu'un et il n'y a pas de sacrifice pour ça, hein. Donc, c'est une aberration totale. Mais bon, ça permet d'avoir une belle fin. Je ne vous dévoile pas tout, mais ça permet d'avoir une fin très intéressante. Voilà, je suis à peu près dans les temps. Donc, je suis prêt à répondre à des questions. En revanche, par rapport à ce que j'ai dit, si vous avez des questions. Quand vous avez parlé des tigres, ça me fait penser qu'il y avait peut-être du commerce. Est-ce qu'ils échangeaient avec des autres peuples à cette époque-là? Absolument, puisqu'on a déjà du lapis lazuli qui vient des montagnes d'Afghanistan. Donc oui, il y a du commerce qui se fait, hein. Mais je vois mal une peau de tigre voyager comme ça quand même. Surtout qu'après, on voit des peaux d'autres animaux qui, eux, sont africains. Donc on a du léopard, des choses comme ça. Oui, là, oui. Mais de toute façon, je vois mal le roi avoir des peaux d'animaux dans son palais. Il avait un autre niveau, hein, quand même. Vous avez dit que dans la pyramide de Khéops, il y avait 3 chambres. Il y a combien de salles de bain? Généralement, la toilette du mort était faite avant, hein. Donc, voilà. Sur le mythe, le fantasme des labyrinthes dans les pyramides, ça viendrait de voir. Ah bah,
Ça vient de ce que, effectivement, le labyrinthe est né en Égypte. Mais c'est ce sont les auteurs grecs qui ont appelé ça le labyrinthe, hein. Mais ça vient du temple funéraire de, c'est Amenemhat III, je crois, qui est dans le Fayoum. Et c'est son temple funéraire qui était, paraît-il, tellement complexe que les auteurs disaient, mais on s'y perd. Et donc, mais le problème, c'est qu'il a été totalement détruit. On en a, j'y suis allé, hein, je peux vous dire qu'on voit plus grand-chose, hein. Il y a 3 blocs qui se battent en duel, c'est tout. Tout a été récupéré, tout a disparu. Mais effectivement, dans l'Antiquité, on disait que c'était vraiment un endroit où on pouvait se perdre tellement il y avait de cours, de zones, de salles hypostyles, des choses comme ça. Voilà. En fait, on parle toujours du labyrinthe avec les Grecs. En fait, c'est le dédale qui a été inventé par les Grecs et le labyrinthe a été inventé par les Égyptiens, on peut dire, mais par la volonté des Grecs. Ce fantasme-là viendrait que de ce... Oui, en tout cas, dans ce que l'on connaît, oui. Mais alors après, c'est vrai que vous avez des petites choses surprenantes. Il y avait une exposition il y a quelques années à laquelle j'ai participé à Paris sur justement les idées de labyrinthe. Et vous avez quand même, mais seulement aux périodes tardives, hein, vous avez des espèces de tables d'offrande qui ne sont pas très grandes comme ça, en pierre. Et vous avez un labyrinthe qui est... Alors, un petit labyrinthe, c'est épais comme ça, simplement. Et quand vous arrivez au centre du labyrinthe, vous avez un crocodile. Donc, alors, c'est pas le Minotaure, mais vous demandez si vous allez être mangé par le crocodile en arrivant. Et on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Le vestige de cette barque qui était funéraire, vous dites, elle est dans quel musée là? Alors en ce moment, enfin, elle est... Je ne sais pas où ils en sont de la... Cette barque, elle est... La barque, c'est Ouais. pas les restes, hein, c'est une barque C'est complète. la barque complète. Elle est oui, complète, voilà. elle est extraordinaire pour ça. Et les seules choses modernes qui sont sur cette barque, sont les cordages. Ils ont les cordages antiques, mais ceux-là ne pouvaient plus servir, hein. Mais donc, ils ont mis des cordages modernes. Mais sinon, pour tout le reste, ce n'est que les parties antiques. Et donc, c'était présenté dans un musée qui avait été construit exprès au sud de la pyramide, juste au-dessus de la fosse, hein, où le bateau avait été trouvé. Non, ils ont déménagé le bateau et je ne sais pas où ils en sont de la reconstruction et c'est au nouveau gemme, oui. Absolument. Donc, mais ils ont besoin de remplir le gemme visiblement parce qu'ils ont prévu très très grand et moi je sais que l'année dernière sur le site où je travaille, on avait les visites comme ça des gens du service des antiquités qui venaient regarder ce qu'ils pouvaient prendre pour le musée. Donc, vous voyez, c'était... Il restera toujours le musée au Caire, Place Paris. Oui, oui, le musée de la place Tahrir va rester. Oui, absolument. Et il y a une partie des objets, notamment les trésors de Tanis, vont rester place Tahrir. Mais après, tout le reste, je ne sais pas. Il y a une grande partie qui sera au GM. Alors, normalement, ils ont aussi, ce qui est bien, ce qui va permettre de voir de nouvelles choses, c'est qu'ils ont vidé beaucoup de magasins sur les chantiers de fouilles. Et donc, vous allez voir, il y a des reliefs, il y a des loups. Ils sont venus chercher, par exemple, les inscriptions de la pyramide dans Neres. Voilà, j'y arrive plus. Excusez-moi, je suis fatigué, là, j'y arrive plus. Pourtant, je la connais bien, mais on l'appelle toujours à deux, et donc, du coup, c'est. Et donc, en fait, on a les textes des pyramides de cette reine, et ils sont venus en chercher des morceaux, et ils vont les présenter dans le GEM, par exemple. Ouais. Oui, mais l'année dernière, ça devait être novembre aussi. Donc, vous savez, j'espère que ce sera novembre, parce que c'est le moment où je serai en fouille, donc à ce moment-là, j'irai visiter. Mais j'ai bien peur que ce soit pas prêt. J'avais demandé à un des responsables si ça serait prêt, effectivement, il m'a dit. Voilà. Je vous en prie. Merci, bonsoir. Une petite question sur l'exposition des momies en fait dans les musées. Récemment, en découvrant le musée des civilisations au Caire, dans ce sous-sol où ils ont exposé, je sais pas, 15-20 grands pharaons et reines, en se disant que ces mêmes pharaons et reines ont organisé leur sépulture au fin fond de la vallée des rois, des reines, pour être cachés, pour avoir dans leur croyance cette vie pour l'éternité. Comment vous voyez ça en fait? Qu'est-ce que vous en pensez qu'aujourd'hui en fait il y ait des millions et des millions de personnes qui viennent voir ces momies sous vitrine? Voilà, moi ça m'a un petit peu questionné. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut se poser effectivement des tas de questions. Si vous voulez, c'est vrai qu'on dérange leur repos, ça c'est certain. En même temps, on leur fait du bien. Parce que pour un Égyptien,
quand, si vous voulez le faire revivre, il faut prononcer son nom. Donc là, vous avez, alors c'est pas heureusement, il n'y a pas des millions qui passent là-bas, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de visiteurs dans ce nouveau musée. Oui. Et puis surtout, vous avez toutes les classes qui défilent. J'ai eu droit, c'est quand il y a 50 gamins qui arrivent d'un coup, ça fait mal. Mais en fait, chaque fois que vous lisez les cartels et que vous prononcez le nom du défunt, vous le faites du bien aussi. Il n'est pas oublié. Pour les Égyptiens, dans leur croyance, c'est ce qu'il y avait de pire. C'est tombé dans l'oubli. Donc, et puis surtout que leur corps ne soit plus connu, donc et qu'ils végètent comme ça dans l'au-delà. Donc, si vous voulez, c'est par rapport à leurs croyances, je dis pas que c'est bien, hein, mais c'est pas non plus complètement choquant. Merci.